Vous écoutez C'est arrivé au Maghreb avec vous François-Xavier de Calonne. Notre invité cette semaine, Youssef Zirem, journaliste, écrivain, auteur notamment de Histoire de la Kabylie aux éditions Yohan, un magazine consacré cette semaine au peuple berbère qui ne se limite pas bien entendu à la Kabylie. L'actualité, c'est entre autres l'Algérie qui s'apprête à inscrire l'officialisation de la langue berbère dans sa constitution. Nous écouterons notamment l'anthropologue Farida Haït Ferrouk. Youssef Zirem, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. Tout d'abord, Youssef Zirem, quelle est l'origine du calendrier berbère, les berbères qui ont tout récemment célébré l'année 2966? Les Berbères forment l'un des peuples anciens. Le calendrier est une réhabilitation due en grande partie à l'Académie berbère de Paris. Nous avons fêté récemment Yenayer, le nouvel an berbère. Nous sommes en 2966. Et Amar Negadi, un chaoui, a eu la géniale idée de faire démarrer le calendrier berbère en l'an moins 950. Et cela coïncide avec l'intronisation en Égypte de Sheshonq, qui est cité dans les textes bibliques. Cette année-là, il fonde la 22e dynastie pharaonique qui va régner durant au moins 3 siècles. Vous l'évoquez dans votre ouvrage Histoire de Kabylie. Oui, je le raconte aussi, effectivement. Les Berbères qui ont un drapeau, vous pouvez nous décrire ce drapeau et nous dire ce qu'il représente? Le drapeau est aussi une création de l'Académie berbère. C'est un drapeau qui aujourd'hui est utilisé à travers toute l'Afrique du Nord, même si quand même il y a parfois souvenance d'autres drapeaux des peuples berbères. Les Chaouis par exemple utilisent jusqu'à aujourd'hui un autre fanion, un autre étendard qui est tout en jaune et avec le signe Amazir en noir. Le signe Z également. Oui, le signe Z, c'est celui-là qui représente en général l'homme libre, l'homme debout. Amazir, cela veut dire homme libre. Amazir veut dire homme libre, oui. Le mot berbère, d'où vient-il? Berbère, alors c'est un mot dont l'origine ne serait pas berbère, ce serait les Romains ou même les Grecs, parce qu'il y a plusieurs versions qui auraient dit que ces peuples d'Afrique du Nord seraient un peu barbares, d'où la dérivation vers le mot berbère. Mais il faut savoir que les Berbères s'appellent Amazir. Les Berbères eux-mêmes ne s'appellent pas berbères. C'est une appellation européenne des Amazirs, des Imaziran. Imaziran, c'est le terme berbère au pluriel chez les Berbères. Les Berbères qui acceptent ce terme berbère. Ils l'utilisent bien malgré eux, parce que en général en Europe occidentale, les Amazirs, Imaziran, sont plus connus par le terme de berbère, et à force d'être utilisé, il est devenu pratiquement plus courant que le mot Imaziran. Vous l'avez dit, les Berbères sont présents partout, en Afrique du Nord, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Libye. Partagent-ils les mêmes revendications? Probablement aujourd'hui, et quand je dis aujourd'hui, il y a au moins 30 ans, il y a un éveil berbère, il se fait des îles Canaries jusqu'à l'oasis Siwa en Égypte, où encore on parle berbère à l'oasis Siwa. Et la revendication est d'abord culturelle, c'est ce désir de renaître. Parce qu'il faut savoir qu'il y a eu plusieurs pouvoirs qui ont essayé parfois d'éliminer carrément cette culture. Après, il y a eu des revendications politiques. Chaque pays d'Afrique du Nord a aujourd'hui ses propres revendications, même s'il y a un lien, effectivement, ce désir de faire renaître cette Afrique du Nord amazigh. C'est un désir perpétuel de renaissance ?
Pas perpétuel peut-être parce que aujourd'hui, dès qu'il y a l'éveil, il y a, je le disais tout à l'heure, de nouvelles revendications. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont déjà satisfaites. Hein. Donc soit grâce surtout à beaucoup de militantisme, hein, grâce au sacrifice de nombreuses générations. Hein. Les gens qui ont fondé l'Académie berbère à Paris dans les années 60 sont pour beaucoup dans cet éveil, hein, mais ils avaient eu d'énormes problèmes de la part du pouvoir algérien et même du pouvoir français. Leur objectif, c'est de mettre en lumière la culture berbère. Elle se définit comment, cette culture berbère, cette culture amazigh? La culture amazigh est un patrimoine de toute l'humanité. C'est d'abord cette langue amazigh. La langue amazigh est pour beaucoup de linguistes renommés l'une des langues les plus anciennes de l'humanité. Pour certains même, et pour un grand chercheur anglais dont j'oublie le nom, elle serait même la langue mère de l'humanité. Ça, c'est des choses qui se discutent encore aujourd'hui. Et puis, il y a des valeurs humaines de solidarité, de générosité, de respect de l'autre, de respect de la nature. Et puis, il y a aussi cet aspect religieux du peuple berbère qui a été païen, qui a été juif, qui a été chrétien avant les Européens, qui est en majorité devenu aujourd'hui musulman. Donc cette grande ère de l'Afrique du Nord a toujours été occupée par les Berbères et ça a donné donc cette façon de voir le monde, cette philosophie par rapport à l'existence, ce désir par exemple de toujours sauvegarder sa liberté. C'est fabuleux qu'un peuple quand même sacralise à ce point la liberté et qu'il se nomme lui-même homme libre. Vous évoquiez la langue berbère, il y a plusieurs variantes à travers l'Afrique du Nord, plusieurs dialectes. Je ne crois pas que le mot dialecte peut vouloir vraiment dire quelque chose parce que une langue, c'est quoi? C'est un dialecte qui a un pouvoir. Aujourd'hui, vous avez raison, hein, il y a plusieurs langues berbères. Il ne faut pas avoir peur des mots, même si les régimes d'Afrique du Nord sont dictatoriaux, ils n'arrivent même pas déjà à concevoir qu'il y ait une autre langue autre que l'arabe, mais en réalité, à mon humble avis, il y a plusieurs langues berbères et c'est une richesse pour toute l'humanité qu'il y ait une langue tergui, qu'il y ait une langue chaoui, qu'il y ait une langue kabyle, qu'il y ait une langue mozabite. C'est une richesse pour toute l'humanité. Et l'Algérie, je le répète, s'apprête à inscrire l'officialisation de la langue berbère dans sa constitution. Nous y reviendrons dans quelques instants. Retour sur l'origine du calendrier berbère, mais aussi sur l'identité amazigh. Je vous propose tout de suite d'écouter l'anthropologue Farida Aït Ferrouk. C'est un moment de l'année qui est assez important parce qu'en berbère on dit qu'on est aux portes de l'année, c'est-à-dire le solstice d'hiver. Et à l'époque, pour nos ancêtres, c'était très important dans le sens où ils étaient paysans et donc ils voulaient mettre le seuil de la nouvelle année sous de bon augure. Et donc du coup, ils mangeaient à satiété, ils introduisaient des choses vertes, de la verdure à la maison. C'est pour que l'année soit verte et aussi pour que l'année soit prospère. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de victuailles et c'est pour ça que tout le monde doit manger jusqu'à être plus que repu. Et c'est une obligation ce soir-là de faire ça. Et aujourd'hui, être berbère, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Déjà, c'est mon identité. C'est mon appartenance plutôt. Ça veut dire que j'ai ma place dans cet univers, que j'ai ma place quelque part et ce quelque part n'est pas n'importe où. C'est en plein Méditerranée, du côté de la rive sud qui fait face à la rive droite, vers un autre continent. Et nous sommes au confluent de plusieurs civilisations et de plusieurs cultures. Dans le sud, on a l'africanité, c'est-à-dire l'Afrique noire. Et vers le nord, on a l'Occident, c'est-à-dire l'Europe. Et de l'autre côté, on a l'Orient. Et de l'autre côté, on a l'océan Atlantique qui ouvre encore sur d'autres horizons et sur d'autres continents et d'autres pays. Quelles sont les spécificités de cette identité? Être berbère, c'est déjà être un survivant. C'est un survivant parce que c'est un peuple qui a subi beaucoup de vicissitudes à travers l'histoire. Et de même que sa langue, de même que sa culture.
ils sont survivants. Et en même temps, c'est une histoire extraordinaire que d'être berbère, parce que le berbère est à la fois un rebelle, un résistant. C'est pour ça qu'ils sont allés dans les montagnes pour se retrancher, pour résister, pour dire voilà, je suis berbère et pas autre chose. On évite d'aller à la plaine. Et en même temps, ce berbère, il est extrêmement ouvert, il est extrêmement ouvert à l'autre, et d'où son adaptabilité. Vous savez, les berbères ont donné 3 papes à Rome, ont donné Saint-Augustin, qui est une figure éminente. Ils ont donné aussi des Césars à la latinité. Il y a des grands noms de la latinité, des grands noms dans la littérature française, des grands noms. En fait, à chaque fois qu'il y a un nouveau conquérant en Afrique du Nord, on le combat certes, quand il cherche à assimiler le berbère, mais en même temps, quand cet autre apporte des choses intéressantes, et ben le berbère se dit pourquoi pas, il les prend et il compose avec. Donc ça fait la richesse de l'autre. Par exemple, le fait que les Phéniciens soient venus en Afrique du Nord, eh bien, l'apport phénicien avec l'apport berbère a donné la civilisation punique. Et peu de gens le savent, mais le punique à l'époque, c'était l'anglais de l'époque. C'est comme aujourd'hui l'anglais, c'était une langue dominante, une langue de civilisation, une langue de savoir. C'était l'anthropologue Farida Haït Ferrouk. Notre invité Youssef Zirem, journaliste, écrivain. Vous publiez notamment Histoire de Kabylie, édition Yoran. Youssef Zirem, vous réagirez aux propos de Farida Haït Ferrouk, si vous le voulez bien, après une courte pause. À tout de suite. Retour sur le plateau de C'est arrivé au Maghreb. Notre invité Youssef Zirem, journaliste écrivain. Vous êtes l'auteur notamment de Histoire de Kabylie aux éditions Yoran, un magazine consacré cette semaine au peuple berbère. Retour sur les propos de l'anthropologue Farida Haït Ferrouk que nous écoutions juste avant cette pause. Être berbère, nous disait-elle, c'est être un survivant. C'est son avis, elle a probablement raison quelque part. Peut-être qu'elle n'a pas totalement raison parce que les Berbères, et il faut aussi le signaler, ont constitué des dynasties. Ils ont donc inventé même une façon d'être. Il y a eu par exemple beaucoup de dynasties musulmanes qui étaient berbères. Les Fatimides ont fondé le Caire et les Fatimides sont principalement constitués de Berbères Koutama, de Kabyles de la vallée de la Soumam. Donc ils ont aussi vécu et fondé des empires. Ils n'ont pas seulement vécu aussi dans les montagnes. On a aujourd'hui un peu un repère historique qui fait que, par exemple, beaucoup de Berbères effectivement sont montés dans les montagnes à l'arrivée des Hilaliens vers l'an 1050, mais les Berbères existent dans toute l'Afrique du Nord, pas seulement dans les montagnes. Combien sont-ils ? Est-ce possible de l'évaluer ? Aujourd'hui, il n'est pas aisé de dire combien sont-ils. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, beaucoup de Berbères sont arabisés. Et vu les pratiques des régimes autoritaires d'Afrique du Nord, qui a toujours favorisé l'arabité, beaucoup de Berbères en Algérie et au Maroc croient qu'ils sont arabes. Alors qu'aujourd'hui, donc il y a une vingtaine d'années, les nouvelles études scientifiques prouvent, grâce aux chromosomes des populations, que les populations de toute l'Afrique du Nord ne sont pas arabes. Maintenant, y compris les régimes colonialistes tels que celui de la France a toujours essayé de minimiser l'apport berbère. C'est donc Napoléon III qui a voulu inventer le royaume arabe en Algérie. Et d'ailleurs, l'existence même du monde dit arabe, aujourd'hui, on le doit d'une façon ou d'une autre à Napoléon III. Donc, ce n'est pas facile de dire combien déjà il y a de berbérophones. Et il y a certainement d'autres populations aujourd'hui en Afrique du Nord, il faut les respecter. En Afrique du Nord, il faut donner libre existence à tous les peuples, à toutes les religions, à toutes les façons de voir le monde. Et quelles sont les grandes figures qui ont marqué l'histoire des Berbères, des Amaziran ? Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Donc c'est une colle, il y en a trop.
Non, il y en a beaucoup. Je peux en parler pendant des heures. Hein. Il y a d'abord les rois berbères. Hein. Je disais par exemple Sheshna, voilà, vous l'évoquiez. Et ils font de la 22e dynastie pharaonique. Il y a eu plusieurs Sheshankres. Hein. C'est 3 siècles de règne. Puis peut-être plus tard, on va arriver au royaume numide. Donc les rois Sifax, le roi Massinissa, le roi Yugurten, les rois Juba I, Juba II. Juba II qui était roi, qui a été élevé à Rome, est un philosophe, est un grand écrivain. Les Grecs le considéraient comme l'un des plus grands écrivains de son époque. Et puis donc il y a eu l'arrivée de l'islam et à l'intérieur même de l'islam il y a eu de grands fondateurs, hein, ceux qui ont fondé la ville d'Alger dans sa nouvelle structure. Par exemple, Boulourin Ethziri est un grand fondateur. Donc les Zérides, les Hamadites, les Fatimides, tous ces gens-là ont fondé des empires. Toute l'existence de l'Andalousie musulmane est largement berbère, contrairement à ce qu'on dit. Généralement, on limite les apports à l'apport arabe, qui existe aussi. Hein. Et il ne faut pas toujours essayer d'opposer l'arabe à la mazérité. Hein. Ces deux composantes peuvent fonctionner ensemble. C'est très important ce que vous venez de dire. Ne pas opposer ces deux composantes. En tout cas, c'est ma philosophie. Hein. Moi, je crois que toutes les cultures du monde m'appartiennent. Elles appartiennent à l'humanité. Donc, moi, si je revendique la berbérité, c'est pour le désir de la partager avec le reste du monde. Tout comme j'ai envie aussi de m'accaparer, de prendre les cultures du monde le plus possible. Le sociologue Pierre Bourdieu, le regretté Pierre Bourdieu, a réalisé un important travail ethnologique sur la Kabylie. Que nous livrent ses études sur la dimension berbère? Bourdieu, il a énormément travaillé. Hein. Il a été à un moment de l'histoire où il y avait encore le colonialisme français. Hein. Il a eu des positions courageuses. Hein. Il a plus travaillé dans la sociologie de cette époque-là. Même si, quand même, pour dire vrai, pour travailler sur les territoires de l'Afrique du Nord, il est plus intéressant d'être issu soi-même de l'Afrique du Nord, parce qu'il y a déjà un travail de compréhension de l'autre, de la culture, de la langue, et tous ces paramètres ont manqué à Bourdieu et à d'autres sociologues et historiens, anthropologues qui ont travaillé, qui ont fait du bon boulot. Mais il y a plein de choses qui échappent aux uns et aux autres. Ce qui caractérise aujourd'hui la littérature berbère. La littérature berbère est aujourd'hui dans une phase de croissance prometteuse. Il y a les littératures dans plusieurs langues berbères. Hein. La littérature kabyle, par exemple, d'expression kabyle, est aujourd'hui à un stade où on a l'espoir de voir de grands écrivains s'exprimer dans cette langue. Les Shloh écrivent aussi, les Chaouis écrivent aussi, les Mozabites écrivent aussi. Hein, donc, comme si cette culture millénaire berbère qui était souvent assez orale, aujourd'hui réinvestit le terrain de l'écriture. Je dis réinvesti parce que les Berbères ont écrit aussi en latin, ils ont écrit en grec, ils ont écrit en berbère, ils ont écrit en arabe. Ça aussi, il faut pas l'oublier. Ils ont écrit aussi en langue française. Ça a donné les Katab Yassine, Mouloud Feraoun, Rachid Mimouni, Tahar Jaout, des plumes magnifiques. Vous citez là des grands noms de la littérature. C'est vrai. Comme la langue et l'écriture berbère n'est pas unifiée non plus. Je ne sais pas si on peut dire ainsi, elle n'est pas unifiée. Aujourd'hui, il y a des tendances qui se dégagent, parce qu'il y a des gens qui ont travaillé ces 2 derniers siècles et qui utilisent les caractères universels. On a eu beaucoup de chercheurs berbères qui ont essayé d'apporter un plus, de tracer les chemins. Qu'est-ce qui pose problème? C'est les pouvoirs. Donc, une langue, pour qu'elle soit encouragée, il est préférable qu'elle ait des académies, par exemple. Ça n'a pas été le cas. Les pouvoirs des régimes d'Afrique du Nord ont plutôt essayé l'inverse. Ils ont essayé d'éradiquer ce patrimoine de l'humanité. Ce qui est triste, c'est parce qu'il y a eu des luttes qu'aujourd'hui on parle de la berbérité
qu'aujourd'hui la berbérité retrouve un tant soit peu, ses marques. C'est parce qu'il y a eu des luttes. Il y a aujourd'hui un haut conseil à la mazirité. En Algérie, je le rappelle. C'est une structure qui est née après la grève du cartable. Pendant une année, les écoliers, les lycéens. Oui, mais ce sont des institutions alibi, hein. C'est comme cette prétendue officialisation de la langue berbère toute récente en Algérie. C'est plutôt un jeu politicien, parce que si vous lisez bien ce qui est écrit dans cet avant-projet de constitution, il n'est pas dit qu'elle sera officielle tout de suite. Il faudra une loi organique, il faudra une académie, et on attendra à ce que, soi-disant, cette langue soit uniformisée. Donc, il y a quand même tricherie de la part d'un pouvoir autoritaire. Moi, je ne suis pas étonné, hein. Moi, je dis toujours... Tricherie, mais c'était l'une de vos revendications, des revendications des Berbères depuis plusieurs décennies, cette officialisation. Aujourd'hui, D'abord, il y a une ségrégation. Hein. Donc, il y a deux collèges. Il y a le collège de la langue arabe et le collège de la langue berbère. Et donc, le collège de la langue arabe, il est nettement préféré par les décideurs. Donc, et puis, donc, il y a même un article dans cet avant-projet, c'est l'article 178, si je me rappelle bien, qui dit bien que dans une future révision de la Constitution, l'arabe, l'islam ne serait pas touché et la langue berbère pourrait être touché, pourrait être effacé. Donc il y a visiblement une tricherie. Mais moi je ne suis pas étonné, et moi personnellement je n'attends rien ni du pouvoir algérien ni du pouvoir marocain. Je dis toujours, les langues berbères, elles sont déjà officielles dans la vie. Et c'est la société civile qui va les rendre plus tard officielles dans le texte de la Constitution, quand cette Constitution, ou bien quand ces constituantes seront vraiment l'émanation du choix populaire. On arrive bientôt au terme de cette émission, Youssef Zirem. Le regard vis-à-vis de cette histoire immémoriale est souvent subjectif. Les uns et les autres n'observent pas les événements de la même manière. Ce sont vos mots dans Histoire de Kabylie. Ça c'est vrai, c'est tout à fait le cas dans toutes les sociétés du monde. L'histoire, dit-on, est souvent écrite par les vainqueurs, donc ils minimisent toujours l'apport des vaincus. Et puis il y a toujours des calculs politiques au quotidien, au présent, qui se font. Mais il y a toujours des chercheurs très objectifs qui essayent de situer les choses et de dire un peu une parole qui se rapproche de la vérité. La vérité, ce sera le mot de la fin. On peut le dire, oui. Merci, Youssef Zirem, journaliste, écrivain, auteur, entre autres ouvrages, de Histoire de Kabylie aux éditions Yoran. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.